c'est Charlie, je suis heureuse de vous retrouver. Je viens de taper ma main contre un carton. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate comme d'habitude. Il y a à peu près 3-4 jours, j'ai regardé la deuxième partie du documentaire sur Orelsan. L'année dernière, genre octobre, novembre, décembre, je sais plus vraiment la date exacte, est sortie la première partie du documentaire sur Orelsan qui s'appelle ne montre ça à personne, si je ne m'abuse, et qui est sur Prime Video. Cette partie 2 a été aussi bien que la partie 1. Il faut que je vous raconte comment j'ai été lors de la partie 1 pour que vous compreniez que j'avais énormément d'attentes pour cette partie 2. L'année dernière, quand j'ai regardé la première partie sur le documentaire d'Orelsan, ça allait vraiment pas. J'étais en plein dans mon deuxième burn-out. J'avais dû retourner vivre chez mon père suite à des soucis de la vie. J'étais épuisée par mon rythme de travail et par tout ce que je m'étais mangé dans la figure. C'était vraiment une période pas simple du tout. Ma belle-mère m'avait filé ses codes Amazon Prime et donc dedans il y a Amazon Vidéo. J'étais sur la plateforme et je vois ce documentaire là. C'est vrai que j'en avais un petit peu entendu parler sur les réseaux sociaux, sauf que moi il faut savoir qu'Orelsan je le connais pas plus que ça. Je connais certaines chansons parce qu'elles passent à la radio et que en réalité c'est un artiste que j'écoutais un petit peu en fond dans ma vie d'adolescente, mais je le connais pas réellement. C'est un soir, devrais travailler je crois, mais j'ai d'énormes difficultés à écrire parce que je suis en plein burn-out. Beaucoup de mon temps sur TikTok parce que ça m'empêche de réfléchir tout simplement. Je compte faire une vidéo sur, peut-être même une série de vidéos, parce que sinon la vidéo j'ai tellement de choses à dire, elle va durer 1 heure, mais sur le burn-out et tout ce que ça engendre, notamment dans des activités artistiques. Et je tombe du coup sur ce docu, je me dis bon allez on va se mater 1 ou 2 épisodes. Et les épisodes ils sont assez courts, ils font à peu près une demi-heure. Et je me surprends à en regarder 2, puis 3, puis 4. La partie 1 n'est pas ultra longue, je crois qu'elle fait 8 épisodes, la deuxième partie fait 6 épisodes. Quand je regarde ce documentaire, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Orelsan a un petit frère qui s'appelle Clément. Clément c'est le caméraman on va dire, il a tout le temps une caméra et en fait depuis les débuts d'Orelsan il a filmé plein de choses. La voix off c'est celle de son frère du coup, c'est son frère qui raconte l'histoire d'Orelsan. Tu sens toute l'admiration qu'il a pour son frère, tu sens à quel point il l'a toujours soutenu dans sa carrière. Et il y a un truc hyper touchant dans ce documentaire qui change des, vous savez, les documentaires américains là. On te sous-titre par-dessus la voix anglaise et tu sais c'est des gens en mode le manager de telle star etc. Là il y a un côté vraiment très familial, très amical dans la manière dont c'est tourné. Et je me souviens d'avoir pris une énorme claque et ça m'a fait un bien fou à ce moment-là de ma vie. Donc quand la deuxième partie est arrivée, parce que on terminait de la partie 1 avec le Covid et le fait que Aurel avait en tête un nouveau projet. Faut savoir que c'est drôle parce que malgré mon envie, je n'ai absolument pas écouté toutes les chansons d'Orelsan. Et même après cette partie 2, je n'ai pas non plus écouté son nouvel album. Nouvel album qui est sorti en mars. J'ai regardé cette deuxième partie avec beaucoup d'attente parce que j'avais tellement aimé la première partie que j'espérais que ce soit aussi bien. C'est toujours un peu compliqué. Et bah ça a été aussi cool, j'ai repris une claque en fait avec cette deuxième partie. J'ai senti aussi que sur le montage, je sais pas si c'est Clément qui a fait le montage mais ça se sent, il s'est éclaté sur le montage etc. Enfin tu sens à quel point ce documentaire il est fait avec de l'amour. Vraiment comment te dire autrement, tu sais que genre quand ta mère elle te disait maman t'as mis quoi dans ta recette et elle disait de l'amour, mais là je vous jure ce documentaire il est fait avec de l'amour et il n'y a pas d'autres mots en fait. Et c'était waouh. J'ai fait une énorme insomnie, j'ai regardé le docu genre le dimanche et j'ai fait une énorme insomnie de la nuit de dimanche à lundi parce que mon esprit était en train de tourner sur ce documentaire et sur toutes les émotions qui m'a fait vivre. Enfin je me suis retrouvée à pleurer quoi. Déjà je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, encore plus devant des films, à la limite me tirer des larmes sur des livres oui, mais sur des films c'est très rare. Et encore plus sur un documentaire. Il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de choses. Je suis obligée, moi, de me comparer. Alors en réalité, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Enfin je veux dire, il est dans la chanson, je suis dans l'écriture. C'est une star qui est quand même reconnue au niveau français, voire international. Je ne suis personne. C'est pas me dévaloriser que de dire qu'il y a peu de monde qui me connaissent. Je veux dire, sur l'échelle française, voilà. Je m'appelle pas Morgane Moncomble, hein, voilà, tout simplement. J'ai pas pu m'empêcher de faire cette comparaison. On voit vraiment le processus de création et d'inspiration comme lui là, et on n'a pas du tout la même manière de fonctionner. Lui j'ai l'impression que
il souffre véritablement quand il doit créer ses chansons parce qu'il veut trouver la phrase à chaque fois la plus juste. Parce que comme c'est du rap, il y a besoin d'avoir des espèces de phrases très fortes. Et c'est vrai que moi dans un roman, je n'ai pas ça. Je sais qu'il y a des auteurs qui se prennent la tête sur chaque phrase, je ne fais pas partie. Voilà, je n'en fais absolument pas partie. J'ai un style très très simple et c'est totalement voulu, c'est comme ça que j'aime aussi lire certains romans, donc forcément c'est ce que je reproduis aussi. Et parce que dans un roman, tu peux te permettre d'avoir des phrases, des paragraphes, voire même des parties de ton livre qui sont pas totalement parfaites, parce que tu sais qu'il y a d'autres moments de ton livre qui vont l'être. Il y a des moments je suis tellement inspirée, je suis tellement dans mon truc d'écriture que les mots ils viennent direct, tout est fluide, tout est simple, et c'est vrai que quand je dépasse ces moments là, du coup je pense qu'inconsciemment dans le livre ça doit aussi se sentir. Donc je sais qu'il y a toujours des moments plus faibles dans un roman et tous les auteurs ont ces moments là, mais nous on écrit sur des pages et des pages, là où une chanson c'est finalement que 3 minutes en général et c'est assez court. Donc il faut pas se planter, il faut pas avoir une phrase faible. Alors que dans un roman, une phrase faible au milieu de toutes les autres, elle est un peu noyée dans la masse, tu vois. Très enrichissant de le voir lui créer parce que ce n'est pas du tout les mêmes processus que pour un bouquin. Ce que j'avais ressenti dans la partie 1 et que j'ai aussi ressenti dans la partie 2, c'est à quel point il a gardé les mêmes personnes dans sa vie artistique. Genre c'est toujours ces super potes du tout début qui le suivent depuis toujours, qui l'aident finalement à mettre tout en place, à l'aider, etc. Je trouve ça tellement beau parce que je veux dire moi j'ai que 3 ans d'auto-édition, j'écris depuis bien plus longtemps mais on va dire que ça fait 3 ans que je m'y suis mise de manière très sérieuse parce que c'est là où j'ai décidé d'en faire mon métier. Et j'ai déjà connu des déceptions sur le plan professionnel, des personnes que je ne fréquente plus, etc. Ça me fait toujours un choc de voir que lui, il est entouré toujours des mêmes personnes depuis le début. Moi j'ai cette impression, tu sais, de ne pas avoir de meilleurs copains à la vie, à la mort, qui te suivront toujours dans tout ton boulot, dans tout ton processus de créa. Et parce que déjà, la plupart de mes copains, ils travaillent pas dans l'écriture. À la limite, ma meilleure pote, elle est youtubeuse et influenceuse. On peut dire que c'est elle qui se rapproche le plus de mon boulot. Et encore que c'est pas la même chose de tourner des vidéos, d'être créative sur de la vidéo, être créative sur la partie écriture. Même si ma meilleure amie, en soi, elle écrit. Enfin, elle écrivait parce que maintenant je crois qu'elle n'écrit plus. Ça date. La dernière fois où elle a écrit réellement, je crois. Mais elle sait en gros à quoi ça ressemble, etc. Mais c'est pas pareil quoi. Aurel est super entouré, finalement ses meilleurs potes c'est aussi des personnes qui font de la musique. Donc c'est vrai qu'il a la possibilité de pouvoir aussi bien parler avec ses potes de travail que de perso. Là où moi finalement, mes amis, même si je leur parle du pro, je suis un peu seule. C'est super triste dit comme ça, c'est genre... Mais c'est vrai que d'un point de vue très objectif, l'écriture c'est quelque chose de seul. Là où tu vois, tu le vois dans la musique, t'as quelqu'un qui va te faire ta compo, qui va du coup faire le son, t'as quelqu'un qui nettoyer pour que la voix elle soit parfaite et tout, que tout se marie à merveille. Tu vois, il y a plein de monde dans le processus de faire une chanson. Et techniquement, dans le processus d'éditer un livre, il y a beaucoup de personnes, il y a correcteurs, graphistes, etc. Mais bon, déjà moi je suis en auto-édition, il y a plein de choses aussi que finalement je fais solo. J'ai pas une éditrice aussi qui va rebosser à fond le texte avec moi. Je vous en avais déjà parlé je pense l'année dernière de ce ressenti de solitude dans mon travail et c'est toujours le cas 1 an plus tard. Aujourd'hui ça me pèse beaucoup moins parce que j'ai commencé à nouer des super contacts avec des autrices qui ont la même vision des choses que moi, ce qui fait que je me sens déjà un peu aussi moins seule. Il faut dire aussi qu'au moment où j'ai tourné la vidéo l'année dernière, voilà, j'étais en plein burn-out, etc. Il y avait beaucoup de remises en question dans ma vie. C'est vrai que quand j'ai vu le documentaire, il y a ce côté genre... ouais mais moi je suis seule, j'ai pas de meilleur pote qui va pouvoir m'aider sur l'écriture, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a fait un pincement au cœur de me dire genre putain ouais je suis vraiment seule. Et même si j'ai Magali en vrai qui m'aide sur les couves, tu vois, où on peut parler un petit peu et j'adore bosser les couves avec Magali parce que souvent elle fait les couves avant que j'ai écrit le livre. Donc des fois, genre notamment sur les arcanes de tarot, genre le tome 2, il y a un fond de cathédrale et elle me dit ouais, est-ce qu'il y a moyen d'intégrer une cathédrale ou est-ce qu'il y a une cathédrale à un moment, une église? Et dans ton bouquin, je lui ai dit non. Par contre, il y a un moment où, moi à la base j'ai imaginé une grotte, on peut transformer ça en cathédrale. Et ce moment il arrive à la fin du livre du tome 2. Mais à la base ça devait être juste une grotte paumée dans
dans un endroit perdu se transformer en cathédrale gigantesque, etc. Et en vrai ça, je trouve que ça apporte une certaine classe au livre, donc, et à ce passage là, donc ça tombe toujours bien. Mais finalement le fait de créer les couvertures avec Magali, c'est un autre pan de mon métier, mais enfin, pour moi c'est pas de l'écriture, tu vois. Et sur la partie écriture, même si en vrai j'ai des correctrices ou j'ai des personnes qui me font des retours, bah au final j'ai quand même cette impression d'être seule sur mes textes. Parce que c'est moi qui ai la décision finale. Là où, en fonction des éditeurs que vous avez, normalement si vous êtes sur avec des bons éditeurs ou des éditrices, leur boulot c'est que vous arriviez à des compromis. Que vous, si vous retravaillez une partie qui vous plaît ou un truc qui vous plaît, d'arriver au mieux pour que vous soyez content et que l'éditeur ou l'éditrice soit contente parce qu'il sait que ça plaira mieux, que ça mènera mieux les choses. Mais c'est vrai que du coup, l'éditeur il a quand même une partie importante dans son boulot que, en vrai on va pas se mentir, en auto-édition tu squeezes. Parce que même si j'adorerais faire appel à un éditeur indépendant, je pense notamment à Marion de Mira Edito. Je vous mettrai le lien de son Instagram en description. Bah c'est vrai que c'est un certain prix. Déjà j'essaie de me payer moins, après on essaye de payer les autres, donc c'est vrai que aujourd'hui je peux pas me permettre. Déjà ne serait-ce que par les délais, et ensuite d'une manière totalement financière, je n'ai pas les moyens de pouvoir me payer quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dans mes objectifs plus tard de passer vraiment sous la correction d'une éditrice professionnelle de métier et de voir un peu ce qu'on peut en tirer aussi. Mais ça ce sera dans le futur quoi, et quand on aura les pépétasses, qu'on ne saura plus quoi en foutre, hein, et comment te dire que c'est pas prêt d'arriver. C'est vrai que c'est dans un coin de ma tête. Quand j'ai vu le doc de Orelsan, je me suis dit putain meuf, on va pas se mentir que toi dans ton boulot t'es quand même vachement seule. T'es pas entourée comme Orelsan peut l'être. Même sur sa famille, tu vois, quand on voit comment Clément est à fond derrière son frère. Moi je veux pas vous mentir, hein, pour ma famille c'est presque un livre par mois, c'est classique pour eux, tu vois. Et je les ai tellement habitués à ça depuis presque le début que j'ai auto-publié où je sortais très vite les livres. Mais pour eux c'est la routine quoi, hein. Tiffany elle fait quoi? Bah elle écrit et elle publie un bouquin par mois. Enfin, c'est la base en fait pour eux. Mais dans ma famille je peux pas vous mentir que j'ai pas tout tien. Et je veux dire c'est potentiellement aussi ma faute parce que je ne parle jamais de quand ça ne va pas. Je ne parle jamais non plus... Bah quand ça va je dis oh bah ça roule. Tu sais je leur en parle pas des masses de mon boulot mais parce que j'ai toujours peur de les emmerder quoi. Donc voilà. Je leur en parle pas vraiment et du coup c'est vrai que je n'ai pas un entourage... J'ai pas un entourage qui me descend, ce qui est déjà pas mal en vrai. Mais j'ai pas non plus un entourage qui me porte sur mon activité. Autant avec ma meilleure amie je parle vachement... Enfin je parle quand même de mon boulot tu vois. C'est quand même un sujet qui revient régulièrement dans nos conversations. Surtout quand ça va pas trop. Autant mon meilleur pote, je parle jamais de mes livres. Magali je lui en parle parce qu'elle fait mes couves donc forcément elle est toujours un peu au courant. Mais c'est vrai que sinon même mes potes tu vois je leur parle pas de mon boulot. Et après du coup bah j'ai ce côté aussi, je leur en parle pas. Eux bah ils me posent vite fait les questions un peu d'usage tu sais mais ça on creuse pas plus et du coup ça en reste là. Ce qui fait que ouais j'ai ce côté très solitaire de mon travail. C'est propre aussi à mon caractère, hein. Je veux dire de manière générale quand j'ai des merdes dans la vie j'en parle pas trop. Là j'ai changé, j'ai travaillé sur moi-même. Je commence à le faire de... Quand ça va pas le dire tout de suite. Tu sais j'ai toujours ce truc de diminuer ce que j'ai vécu. Et du coup je pense que j'ai tendance aussi à faire ça aussi avec mon boulot. Je ne parle pas vraiment de les aspects compliqués ou difficiles de ma vie. Je fais ça aussi je pense un peu inconsciemment avec le travail. Mais du coup ça m'a fait vachement cogiter. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours pas réellement trouvé de solution en mode maintenant je vais parler de manière sûre et certaine à mes proches. J'ai toujours vachement séparé ma vie sur internet de ma vie IRL. Si parfois les deux se mélangeaient, j'avais une frontière très nette. Et c'est vrai que je pense que comme mon travail est lié à internet, c'est un peu cette partie d'internet où j'ai pas envie que ça aille aussi dans ma vie IRL. Sauf que c'est mon travail donc... Les deux se mélangent, mais je pense que dans ma tête il y a quand même cette envie de faire une coupure entre les deux. Et bah du coup mes proches ne sont pas réellement au courant de mon travail. De ce documentaire j'en retire plusieurs choses. On n'a pas du tout le même processus de création pour une chanson ou pour un livre. Je le savais avant, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus teuteux. Mais c'est vrai que de voir vraiment l'acte de création de A à Z un peu d'une chanson, d'un album,
Ça a été hyper intéressant, enfin j'ai beaucoup aimé suivre ce processus là. Quand je vois déjà le processus de création de livres, il y a autant de méthodes un peu que d'individus, hein. Chacun pioche un peu dans d'autres méthodes d'écriture, dans d'autres méthodes de planification de bouquins, enfin c'est un peu... chacun fait un peu comme il veut. Je pense que c'est un peu pareil sur la musique, mais c'était intéressant d'avoir ce point de vue là parce que je me rends compte que c'est assez rare finalement que les artistes partagent leur création de A à Z de chansons, et ça c'est super cool. Même dans un milieu artistique un peu compliqué, parce que je pense que la musique c'est quand même un sacré monde de requins, je pense que c'est à peu près la même chose que dans le monde littéraire, et ben pourtant tu peux quand même réussir à t'entourer de personnes qui t'aiment très fort, qui ne veulent que ton bien, et qui ne veulent que tu exploses. Et j'espère que à terme, vraiment dans le futur, j'arriverai à me constituer cette équipe là. Et ça vraiment c'est mon objectif de vie, on verra si j'y arrive. Pas sûr. Ce documentaire je ne peux que vous conseiller, même si vous n'appréciez pas plus que ça Orelsan ou que vous ne le suivez pas comme moi, parce que j'ai trouvé que c'était ultra cool, ultra sympa, et que tu sais c'était pas un documentaire un peu marketing, tu sais, pour te faire écouter les chansons, il y a forcément un but derrière, forcément. C'était vraiment raconté avec le cœur en fait, et ça se sentait, et j'ai passé un excellent moment, et en tout cas si jamais vous le regardez, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description si jamais vous n'avez pas Prime, parce que ça se regarde sur Prime Vidéo, donc... Voilà, si jamais vous voulez craquer, je vous mets le lien du Prime. Cool, surtout parce que dans Prime, vous avez aussi accès à Prime Reading qui vous permet d'avoir un catalogue beaucoup plus réduit que le Kindle Amazon, Kindle Unlimited d'Amazon. Mais voilà, ça laisse quelques petits bouquins. Je crois d'ailleurs que Illusion ne va pas tarder à quitter le Prime Reading. Donc voilà, si jamais vous voulez tenter de lire de manière gratuite un de mes bouquins tout en me rémunérant, parce que je touche une somme quand le bouquin est dans Prime, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que si jamais vous avez regardé déjà le documentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.